À force de regarder les films ou de feuilleter les cartes, on finit par se poser tout la même question. Où sont les gens ? Entre les plaines immenses, les montagnes sans un village et ces cartes où trois noms se battent en duel, la terre du milieu semble parfois aussi déserte qu'une marche à travers les régions en plein hiver. Mais cette impression est trompeuse. La terre du milieu n'est pas vide, elle est simplement inégale. Certaines régions, comme l'Eriador, sont effectivement des terres désertées, marquées par les guerres, les ruines et l'oubli. D'autres, en revanche, sont vivantes, densément habitées, riches en culture et en peuples. Mais notre regard ne passe presque jamais par là. C'est cette répartition déséquilibrée de la population qui façonne la sensation de vide. Une illusion née des lieux que nos héros traversent et de ce que l'histoire veut bien nous montrer. Si tu veux continuer cette exploration de l'envers de la Terre du Milieu, n'oublie pas de t'abonner. Sinon même, Gandalf ne pourra te retrouver. Et laisse un like avant que les feux d'Amandin ne s'éteignent. Si l'on veut comprendre pourquoi la Terre du Milieu peut sembler déserte, il faut commencer par sa plus grande anomalie, l'Eriador. C'est un territoire immense situé au nord-ouest qui s'étend entre les monts Brumeux et les Ered Loin. Et c'est précisément là que se déroule une grande partie du début du Seigneur des Anneaux. Autrement dit, si notre perception est faussée, c'est en grande partie à cause de lui. Car l'Eriador moderne n'a plus rien à voir avec ce qu'il fut. Jadis, c'était le cœur battant du royaume d'Arnor, un puissant royaume d'hommes. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines éparpillées, parfois noyées sous la mousse ou rongées par le temps. Les grandes cités ont disparu. Les routes antiques sont brisées, envahies par les ronces. Et entre la comté, Bray et Rivendell, il n'y a qu'un long silence. Mais pourquoi un tel désert démographique ? La réponse n'est pas simple, elle s'étend sur des siècles et mêle climat, guerre, fléau et malédiction d'un âge révolu. D'abord, l'Eriador n'a jamais été une région très hospitalière. Le climat, plus froid que dans le sud, limitait déjà la croissance des populations humaines. Les terres étaient fertiles, oui, mais pas aussi généreuses que celles du Gondor ou même du Rohan. Les hivers longs et humides rendaient la vie exigeante, surtout pour les villages isolés. Ensuite, le royaume d'Arnor fut ravagé par les guerres civiles des Dúnedain. Trois royaumes frères se sont affrontés pour des questions de succession, Arthedain, Cardolan et Rhudaur. Pendant des générations, ces conflits internes ont affaibli la région, siphonnant ses forces vives, détruisant ses villes et dispersant ses habitants. Puis vint l'ennemi qui acheva ce que la division avait commencé. Le Subtamnein, royaume d'Angmar, dirigé par le roi sorcier. Sa guerre contre Arnor dura des siècles. Une guerre méthodique, presque obsessionnelle, qui visait l'extermination pure et simple. Villages brûlés, cités rasées, populations massacrées ou en fuite, l'Eriador devint un champ de bataille permanent. Lorsque Fornost, dernière capitale d'Arnor, tomba, il ne resta plus grand-chose à sauver. Mais le pire était encore à venir, car après la guerre, la région fut touchée par la grande peste. Ce fléau traversa l'Eriador comme un vent de mort, effaçant ce que la guerre avait épargné. Des vallées entières furent vidées de leurs habitants, parfois du jour au lendemain. Des lignées entières s'éteignirent. La population, déjà fragile, s'effondra. Enfin, des hivers terribles frappèrent à répétition la région. Certains duraient 5 mois ou plus, ensevelissant les terres sous des neiges lourdes. Les rares communautés survivantes luttaient simplement pour subsister. Impossible, dans ces conditions, de rebâtir un royaume. Le résultat, plusieurs siècles plus tard, est limpide. L'Eriador est une terre fantôme. Quelques îlots de vie persistent. La comté, calme et discrète. Bry, accueillante mais isolée. Rivendell, caché dans la vallée d'Imraldi. Mais tout le reste, ce ne sont que fragments d'un monde disparu, ruines d'Arnor, vieilles tours brisées, grandes routes désertes qui ne mènent plus nulle part.
Et c'est précisément ce paysage, celui qu'explore Frodo pendant une grande partie de son voyage, qui marque le lecteur et le spectateur. À travers ses yeux, la terre du milieu semble vaste, silencieuse, presque vide. L'Eriador devient alors notre premier contact réel avec le monde de Tolkien, et il imprime son ambiance. Solitude, trace du passé, immensité inhabitée. Ainsi, une seule région immense et ruinée suffit à façonner notre intuition, celle d'un monde désert. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une exception impressionnante, certes, mais pas représentative de la terre du milieu tout entière. Lorsqu'on quitte un instant les paysages silencieux d'Eriador et que l'on élargit le regard, on découvre une vérité que le voyage de Frodon dissimule presque entièrement. La terre du milieu n'a rien d'un désert. Elle grouille de peuples, de royaumes, de cultures qui, chacune à leur manière, ont survécu aux guerres, aux ombres et aux siècles. Mais ces populations ne se montrent que rarement aux yeux du lecteur ou du spectateur, ce qui contribue à entretenir l'illusion d'un monde vacillot. Au sud, Gondor reste la grande puissance humaine de la fin de la Troisième Âge. Certes affaibli, rongé par la peur de l'Est, mais encore vibrant. Ces plaines fertiles, ces villages adossés aux collines, ces ports et ces cités forment un réseau de vie dense, bien plus vaste que ce que les films laissent entrevoir. Du Lébénin à l'Ossarnache, on trouve des terres travaillées, des cultures anciennes, des familles entières qui n'ont jamais vu un orque de leur vie, mais qui vivent au rythme des saisons comme n'importe quel peuple médiéval. Au nord, Dale renaît sous la protection d'Erebor, capitale des nains revenus à leur splendeur. Là encore, ce ne sont pas des ruines perdues au milieu de la montagne, ce sont des halles animées, des marchés, des ateliers où résonnent les marteaux. Autour, les hommes du Val maintiennent des traditions ancestrales. Leur présence, pourtant massive, reste souvent hors champ parce que l'histoire se concentre ailleurs. Dans l'ouest, les terres elfiques de Lindon continuent d'exister dans une sorte de demi-monde, un royaume crépusculaire qui n'a rien d'abandonné. Au contraire, il s'agit d'un port d'exil, d'un seuil entre les terres mortelles et l'ouest éternel. Plus loin, au cœur des forêts, l'Othlorien et le royaume sylvain du Bosque Noir abritent des communautés anciennes, profondément enracinées, organisées, vivantes. Elles demeurent invisibles pour la simple raison qu'elles ne se révèlent que lorsqu'elles le décident. Les nains, de leur côté, sont nombreux. Erebor bien sûr, mais aussi les redoutables collines de Hierro et les montagnes azules où subsistent des colonies actives. Ces peuples miniers forment autant de foyers prospères, mais l'histoire que nous suivons n'a que rarement l'occasion de croiser leur chemin. À cela s'ajoutent les peuples plus discrets, les Béornides installés près de l'Anduin, les hommes du bosque qui vivent en lisière des forêts, les druidins qui protègent d'aube leurs clairières avec une méfiance farouche, les pêcheurs des Riolans, les communautés d'Enedwaite dispersées entre collines et prairies. Ce ne sont pas des royaumes éclatants, mais des groupes humains solides, enracinés, organisés selon des structures rurales typiques de l'Europe médiévale, un monde d'aldéas, pas de grande capitale, et plus loin encore, bien au-delà de la carte que nous connaissons, s'étendent les vastes civilisations de Harad et de Rune. Là vivent des populations innombrables, des territoires immenses dont Tolkien ne montre que les marges. Leur absence dans le récit ne signifie pas qu'elles sont peuplada escasa, simplement qu'elles appartiennent à une autre histoire, à d'autres destinées. Alors pourquoi tout cela semble-t-il invisible ? Parce que la communauté de l'anneau traverse principalement des zones liminaires, des friches, des frontières, des lieux de passage volontairement éloignés de la civilisation pour éviter d'être repérés. Ils ne marchent pas sur les routes commerçantes, n'entrent pas dans les bourgs, n'explorent pas les régions denses et agricoles. Le récit suit des héros en fuite, pas des voyageurs ordinaires. La Terre du Milieu est donc un monde rural, éclaté, où l'essentiel de la population vit dans des exploitations isolées, des vallées discrètes, des villages nichés dans le paysage.
et ce type d'habitat typique du premier Moyen-Âge ne laisse presque aucune trace sur une carte, ni dans le champ de la caméra. Ainsi naît l'illusion, un monde qui semble silencieux alors qu'en réalité il murmure partout, au creux des collines, au bord des fleuves, dans les plaines où vivent des milliers d'hommes et de femmes que la quête de l'anneau ne nous permet simplement jamais de rencontrer. Si la terre du milieu nous paraît désertée, ce n'est pas parce qu'elle l'est réellement, sinon pour que l'histoire nous oblige à regarder ailleurs. Le récit ne suit jamais le fil tranquille des villages, ni le va-et-vient des marchés, ni la lente vie des fermes. Il suit des êtres en fuite, en quête ou en guerre. Et ces chemins-là, par nature, s'éloignent des endroits sûrs et habités. Le simple parcours de Frodo en est un exemple presque caricatural. Dès qu'il franchit la frontière de la comté, il quitte volontairement les routes fréquentées. Bree est l'unique îlot de civilisation qu'il traverse avant Rivendell et ensuite tout devient silence, forêts profondes et ruines hantées. Les hauts des Galgal, les vestiges de l'ancien royaume d'Arnor, les landes grises de l'Érégion, les salles éteintes de la Moria, puis les rives presque désertes de l'Anduin, tout conspire à donner l'impression d'un monde vidé de ses habitants. Ce n'est pas la réalité de la Terre du Milieu, seulement la réalité de son voyage. Et même lorsqu'il pénètre dans des terres plus vivantes, la narration glisse de côté. En Lothlórien, on ne voit que des sentinelles et des clairières suspendues, pas la vie quotidienne des elfes. À Ithilien, la rencontre avec les rôdeurs de Faramir est une parenthèse furtive, presque un accident. Là encore, le récit s'intéresse à la marge, pas au cœur des choses. Ce phénomène se répète ailleurs quand les trois chasseurs traversent Rohan, ils galopent au milieu de plaines qui semblent infiniment solitaires. Pourtant, les Rohirrim ne vivent pas dans ces immensités. Ils se regroupent dans les vallées, à l'abri du vent près des montagnes blanches. Les pâturages qu'Aragorn, Legolas et Gimli franchissent sont des terres de passage, de transhumance, pas des régions peuplées. Leur solitude est un décor, pas un état du royaume. Du côté de Gondor, le tableau est encore plus trompeur. Les régions proches de Mordor, Anoriens, Ithiliens, les environs même de Minas Tirith, ont été vidées peu à peu par la peur et par les assauts venus de l'Est. Les habitants se sont retirés au sud, vers des terres plus sûres, là où la guerre paraît un peu plus lointaine. Ainsi, quand Gandalf et Pippin galopent vers Minas Tirith, ils ne croisent personne. Ce n'est pas que Gondor soit vide, c'est que ses frontières brûlent. En vérité, tout cela relève d'un choix narratif. Tolkien ne raconte pas la Terre du Milieu comme un géographe ou un chroniqueur. Il ne s'attarde pas sur les villages qui prospèrent, ni sur les granges plaines, ni sur les enfants qui courent entre les haies. Il préfère les sentiers à l'écart, les ruines où résonnent encore des noms oubliés, les clairières où l'histoire respire autrement. La vie quotidienne existe bel et bien, mais elle demeure hors champ. Ce que nous voyons, ce sont les zones où l'aventure peut frémir. Les no man's land, les frontières, les cicatrices d'anciens royaumes. Ainsi, si la Terre du Milieu semble vide, ce n'est pas parce qu'elle manque d'habitants, mais parce que le regard du récit se tourne presque toujours vers ses marges, là où naît ce qui mérite d'être conté. Une vision fragmentaire, intense, héroïque, mais forcément incomplète. Même si certaines régions de la Terre du Milieu sont réellement peu peuplées, d'autres éléments renforcent cette impression de vide. Le premier est sans doute l'influence des films. Les magnifiques panoramas de la Nouvelle-Zélande offrent des paysages époustouflants, mais très ouverts et souvent sans signe de vie. Quand la caméra s'attarde sur les Pelennor Fields par exemple, il n'y a ni village ni champs cultivés, contrairement aux descriptions des livres. Le sud de Gondor, riche et peuplé, est presque invisible à l'écran, ce qui contribue à cette impression que la Terre du Milieu est un monde presque désert. Le second facteur vient des cartes de Tolkien. Si elles fascinent par leurs détails et leur cohérence, elles restent très sélectives. Seules les grandes villes ou lieux essentiels à l'histoire y apparaissent.
Les centaines de villages, fermes et petites communautés disséminées dans Rohan ou Gondor ne sont jamais mentionnés et beaucoup de zones semblent vides. Mais la réalité est tout autre. La Terre du Milieu est un monde essentiellement rural, médiéval, où la vie se concentre dans des villages et des hameaux plutôt que dans de grandes métropoles. Ainsi, ce sentiment de vide provient d'une combinaison subtile. Certaines régions sont effectivement peu peuplées, le récit privilégie les routes sauvages et dangereuses, les choix cinématographiques mettent en avant la majesté des paysages plutôt que la vie quotidienne et les cartes ne montrent que l'essentiel. En réalité, la Terre du Milieu n'est pas vide, elle est riche, vivante et complexe, mais elle a ses zones extrêmes, ses étendues sauvages et ses ruines mystérieuses. Et c'est sans doute ce contraste entre la splendeur et le danger, entre la vie cachée et les terres désolées, qui rend son monde si fascinant et immersif. Si cette exploration de la Terre du Milieu vous a captivé, n'hésitez pas à appuyer sur « J'aime » et à vous abonner pour continuer à voyager au cœur de ce monde légendaire. Après tout, chaque arbre, chaque colline et chaque rivière a son histoire, et elle mérite d'être racontée.